c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Comme chaque mois, on vous parle de littérature jeunesse et pour commencer, je vous propose un petit tour des actualités de la médiathèque de Guichen. Pour poursuivre sur notre thématique annuelle autour des sciences, on vous propose un voyage sur la Lune le samedi 21 mars à 10h30. La compagnie Écoutez Voir nous propose le spectacle Elle a marché sur la Lune. C'est à partir de 4 ans et c'est inspiré d'un album qu'on aime beaucoup ici. C'est Classe de Lune de John Hare à l'école des loisirs. Donc une petite collection d'albums sans texte où on suit une classe et donc là notamment on la suit en voyage scolaire sur la Lune. Peut-être un jour, fera-t-on des voyages scolaires sur la Lune, sait-on jamais. Ce serait chouette. Et pour les rendez-vous réguliers, donc on retrouve les bébés lecteurs le samedi 28 mars et le mercredi 1er avril à 10h30. Je vous propose un tapis de lecture adapté de l'album Gros Cornichon de Édouard Manceau au Seuil Jeunesse et ce sera accompagné de quelques histoires de monstres. Ensuite, il y a le Café Parents avec l'association Vue sur Mer. Donc, c'est le mardi 31 mars à 10h. On vous parlera de famille, plus largement de fratrie, de parentalité solo, de séparation et de famille recomposée. Tout ça avec quelques documentaires du fonds parentalité que je vous présenterai et qui amorceront peut-être la discussion autour de ces sujets-là. Très prochainement, vous pourrez découvrir le programme d'animation du second trimestre. Il sera diffusé sur le site de la mairie de Guichen, sur la page Facebook de la médiathèque et bien sûr en version papier à la chouette. Voilà pour les prochaines animations. C'est le moment de retrouver Audrey pour sa sélection mensuelle. Une sélection qui fait à la fois référence à notre thématique des sciences à la médiathèque, mais aussi à la journée des droits des femmes du 8 mars. Par le passé, les femmes scientifiques ont rarement eu l'occasion d'être reconnues pour leur travail de leur vivant. Parfois, elles laissaient même tous les honneurs à leur mari. Heureusement, aujourd'hui, la société et la littérature jeunesse tentent de leur redonner la place qu'elles méritent dans les grandes évolutions scientifiques. Alors Audrey, qu'est-ce que tu nous as apporté ? Bah oui, leurs maris, leurs collègues et toute la communauté scientifique. Je vous ai apporté des albums aujourd'hui pour vous parler de beaucoup d'empêchements, de brimades, d'obstacles à surmonter, de défis à relever, mais brillamment relevés puisqu'aujourd'hui, ces femmes, elles ont laissé... des traces importantes et ont permis de contribuer activement au progrès de la science de façon générale. On va vous parler des sciences de façon globale. On va balayer beaucoup de domaines scientifiques. Je commence par un grand format. Ça s'appelle Femmes scientifiques, 23 portraits qui nous inspirent. C'est proposé par les éditions Fleurus. C'est signé Anne Lanoé et Alice Dussutour. J'ai beaucoup aimé cet album. Je vous en conseille la lecture pour les petits et pour les grands parce que c'est ce que tu disais Sophie, on connaît pas grand-chose. Alors on connaît, c'est un peu l'objet de l'introduction de l'album. On connaît un peu Marie Curie en fait quand on vous demande de citer comme ça des personnages scientifiques, on va penser aux hommes, on va penser à Einstein, Galilée, Archimède, Pythagore, on en a beaucoup à Louis Pasteur, on en a beaucoup à nommer. Quand on demande des femmes, on va penser quand même peut-être à Marie Curie, mais peut-être qu'à elle quoi. C'est quasiment le seul nom qui va revenir parce qu'effectivement elle a un parcours juste extraordinaire. Je vais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui parce que je vais laisser la place à toutes celles dont on parle peu. J'en avais déjà parlé un petit peu d'ailleurs lors de ma chronique sur les sciences, donc je vous invite à la retrouver. Et puis sur Internet, on trouve plein de choses sur Marie Curie et sur sa fille aussi, Irène Joliot-Curie. Là, on va vous parler d'autres femmes sous la forme en fait d'une frise un peu chronologique. On démarre avec Hypatie, qui était une grande philosophe, mais aussi astronome et mathématicienne sous l'Antiquité. Elle a vécu entre 370 et 415. Considérée un peu comme une philosophe martyre parce qu'elle a été assassinée, mais elle reste aujourd'hui une icône des droits des femmes. Je vous laisse découvrir son parcours et on va comme ça balayer l'ensemble de l'histoire jusqu'à retrouver, alors la dernière c'est Mariam Mirzakhani, mathématicienne, lauréate de la médaille Fields qui était iranienne. Elle est décédée en 2017.
Donc voilà, on va aussi se balader à travers le monde, hein, évidemment. On va évoquer des femmes françaises, mais pas que, et surtout d'ailleurs des femmes étrangères, notamment anglaises et américaines. Et on en apprend vraiment énormément. Je trouve que c'est vraiment passionnant d'aller à la rencontre de ces femmes brillantes, qui ont un parcours absolument incroyable. On va vous parler d'Anna Maria, Sibylla Merian. Enfin, moi, c'est des noms que j'avais absolument jamais entendus. Artiste naturaliste du XVIIe siècle. On va vous parler d'Émilie du Châtelet. Donc là, ça me disait un petit peu quelque chose. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu, Sophie. Oui. Femme savante du siècle des Lumières, qui est notamment connue pour avoir traduit les principes mathématiques de Newton. Elle est passée à la postérité comme la première femme savante ayant rédigé un traité de sciences qui a été publié par l'Académie des sciences. C'était vraiment absolument rarement le cas. Elle a été la compagne de Voltaire dans ses années d'exil au château de Cirey en Champagne. Donc voilà, on vous en parle beaucoup. Angélique Ducoudray, qui était sage-femme pédagogue au siècle des Lumières, qui a notamment créé ce mannequin-là pour apprendre aux femmes qui ne savaient pas lire et écrire à se former en fait au geste de l'accouchement. Elle a professionnalisé en fait ce moment de l'accouchement qui était jusque-là un moment vécu un peu entre soi avec la matrone dans les campagnes ou avec la sage-femme de la famille. Mais là, pour le coup, elle a fondé une école et elle a créé ce mannequin avec du tissu, des ficelles, enfin pour expliquer exactement l'anatomie de la femme déjà, et puis le bébé, le cordon et tout. Enfin, elle a vraiment fait énormément pour la profession de sage-femme. Elle a formé, on dit, durant 25 ans, malgré des difficultés de santé, 5000 sages-femmes et 500 chirurgiens. Donc voilà, on considère qu'elle a été quand même pionnière. Elle a monté des écoles un peu partout en France. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur l'aspect émotionnel de l'accouchement qui était négligé à l'époque. Sophie Germain, mathématicienne de génie autodidacte, donc c'est pareil, Sophie Germain, on en a entendu un peu parler. Marie Anning, dont je vous ai parlé la dernière fois quand je vous ai parlé de mes dinosaures, je vous laisse découvrir. Ada Lovelace, la première programmeuse informatique, c'était la fille de Lord Byron. Je connaissais pas du tout non plus son parcours. Et là c'est pareil, on vient un peu sur les enfances. Alors il y a des femmes qui ont été encouragées par des parents qui étaient plutôt ouverts à la question des sciences pour les femmes, ou alors non, c'est pas Ada Lovelace, c'est une autre dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais elle, c'est pareil, sa maman, donc qui était séparée du grand poète romantique qui était Lord Byron, qui a une vie un peu de débauche, qui a tout fait pour ne pas amener sa fille sur la littérature et sur les poèmes, et qui l'a encouragée, en fait, par esprit de contradiction, à aller vers les sciences et les mathématiques, qu'elle a adoré. On connaît ses travaux sur notamment les machines à calculer, et elle a évidemment... elle est décédée sans savoir que tous ces travaux allaient permettre la création de l'ordinateur, tout simplement, du programme informatique. Donc Marie Curie, quelques pages. Vous pourrez redécouvrir, qu'on connaît donc comme ayant découvert 2 éléments du polonium et radium, et avoir énormément travaillé autour de la radioactivité. Suzanne Noël, que j'ai découvert aussi, très intéressant parcours en chirurgie esthétique. Elle a épousé un dermatologue qui là aussi l'a encouragée. C'est d'elle dont je voulais vous parler. Des fois, c'est les maris qui ont ouvert aussi la voie. Il était médecin, il l'a encouragée à reprendre ses études. Et elle est devenue spécialiste en chirurgie réparatrice. Elle a notamment œuvré pendant les 2 guerres mondiales. La première pour réparer les gueules cassées de nos soldats. Et la deuxième pour aider les juifs et résistants à se cacher en leur changeant le visage pour se cacher de la Gestapo. D'accord. Et même réparer certaines séquelles des personnes qui rentraient des camps et qui souffraient. Voilà. Donc, pareil, parcours extrêmement intéressant. Catherine Johnson pour la NASA. On va parler de Sally Ride tout à l'heure. Rosalind Franklin qui découvre la structure de l'ADN. Elle qui s'est fait complètement voler, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, son travail par ses collègues. Donc, elle a été réhabilitée, mais elle a été complètement victime, en fait, de l'effet Matilda, donc qui est théorisé, qui fait que on néglige ou au pire, on spoil ou on vole le travail de ces femmes scientifiques. Marie Tard, je vous en parle tout de suite, etc. Donc voilà, on arrive au XXe siècle. Et vous allez pouvoir comme ça découvrir ces 23 portraits. Donc là, une grande illustration sur la double page. Et ça dépend des femmes, mais entre 1 ou 3 pages suivant les informations qu'on a pu recevoir. C'est dire aussi que des fois, on a des difficultés à trouver des informations sur les parcours personnels de ces jeunes femmes. Et un lexique bien fourni aussi en fin d'ouvrage pour mieux comprendre. J'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'à la fin de cet album, on a à peu près fait le tour, entre guillemets. Mais on a quand même plusieurs repères dans tous les domaines sur les parcours de ces femmes assez incroyables.
Je continue avec Les femmes de science, vues par une ado un peu vénère. C'est signé Natacha Quentin pour les éditions Pulp Fiction dans cette collection 100% bio. Il y a d'autres ouvrages. C'est une collection à destination des 9-12 ans qui permet de découvrir de façon un peu fun et déjantée les grands personnages de l'histoire, la vie, leur œuvre. Voilà, la façon un peu d'un... C'est une ado, du coup, qui parle. Ici, c'est Louise. Elle doit avoir 13-14 ans, je pense. Donc, elle nous présente sa famille, son frère Clément. Là, ça démarre, elle est un peu en colère, elle est un peu vénère parce que c'est son frère qui lui a dit qui lui a déclaré que les femmes étaient nulles en sciences de toute façon. Donc, elle est bien décidée à lui prouver qu'il a tort et pour ça, elle va mettre en lumière le parcours et les travaux de grandes femmes scientifiques. Donc, dans le contenu, on va avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je viens de vous présenter, sauf que là, on sort de l'article Wikipédia, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus déjanté, que ce soit dans la mise en page ou dans le contenu. C'est une ado qui parle avec son langage d'aujourd'hui, avec son langage d'ado. Donc voilà, c'est même dans la page, ça part un peu dans tous les sens. On a un jeu sur les polices de caractère, on introduit des images, des petits encadrés, des petits le saviez-vous de la BD où on voit donc Louise mise en scène. Avec ses copines, avec son frère, avec sa famille, etc. Et donc, il va aussi émettre un avis. On n'est plus sur de l'objectif ou de l'encyclopédique. Elle va venir s'indigner ou au contraire s'émerveiller des parcours sur lesquels elle revient. Donc, je trouve très sympa, beaucoup plus percutant et dynamique. Je pense que c'est beaucoup plus accessible pour nos ados, notamment qui voudraient se former sur la question. Vous pouvez trouver dans cette collection différents portraits. On a Molière, Mozart, j'ai trouvé Cléopâtre, Victor Hugo, les grands temps historiques aussi. Il y en a une vingtaine facilement. Oui, voilà. Je pense qu'il y en a peut-être 20 maintenant. Il y en a beaucoup. Et celui-ci, il est consacré aux femmes de science, à la façon un peu d'un feuilleton, à différents épisodes. Les premiers sont consacrés à Marie Curie et sa fille, Irène Joliot-Curie, qui donc elle revient sur sa passion, son parcours assez incroyable. Elle naît en Pologne et elle va intégrer la Sorbonne dans des conditions que je vous laisse découvrir, rencontrer son futur mari, donc Pierre Curie, et se mettre à travailler donc sur ces éléments là, le polonium et le radium qu'elle va découvrir. C'est très bien expliqué, elle va au fond des choses. Il y a quand même 6 épisodes consacrés à Marie Curie, donc on fait bien le tour de sa vie. Et ensuite, elle va raconter, va évoquer, alors de façon peut-être plus succincte que ce que je vous ai montré tout à l'heure, le parcours d'autres femmes dans tous les domaines. On va quand même balayer. Elle parle de Marie Tarbes, dont je vous parle tout de suite, de Marthe Gauthier, de toutes ces femmes dans tous les domaines, la volcanologue, les mathématiciennes, beaucoup de chimistes. Vous pouvez retrouver, mais alors là, ce n'est plus chronologique en fait, plus portrait par portrait, on est sur un truc un peu plus fourni. Mais c'est vraiment très drôle, quoi. C'est un peu, c'est décapant, c'est un peu déjanté et c'est moderne, quoi. Voilà, c'est quelque chose de... Tout à l'heure, je peux d'ailleurs vous en parler tout de suite. Je peux prendre l'exemple de Sally Ride dont je vais vous parler à travers l'album qui suit. Je vous lis un extrait pour vous donner le ton un petit peu. Pour voir la première femme astronaute, il faut attendre 1983. Ça a l'air vieux, 1983, parce qu'on payait en francs et pas en euros, et que les ordi, ça ressemblait à des gros cubes avec des images en pixels jaunes et marrons. Et puis, c'est le siècle dernier quand même. Mais la NASA a eu le temps d'envoyer un paquet de monsieur dans l'espace avant qu'une femme puisse y aller. Heureusement, Sally Ride est arrivée. Une vraie perfect girl, docteur en astrophysique, joueuse de tennis classée au national, spécialiste de la physique des lasers, ce qui est bien pratique pour aller dans l'espace. Des fois qu'on y rencontre Dark Vador, par exemple, avec un petit smiley. En fait, pour être astronaute, comme pour être astronome, il faut être patient. Sally postule. Elle est recrutée, bien sûr, en 78 à la NASA, mais n'ira dans l'espace qu'en 83. Vous vous imaginez, vous, faire 5 ans d'entraînement de basket, ou de foot, ou de danse, ou n'importe quoi, avant de pouvoir faire un match? Peut-être parce qu'astronaute, c'est un brin plus compliqué, peut-être, et dangereux que joueuse de basket, j'avoue. Heureusement, Sally est patiente et elle finit par partir 2 fois, en 83 et en 84, en tant que spécialiste de mission. Parce qu'elle a pour mission de gérer des trucs techniques comme installer ou réparer des satellites. Et elle va pas rencontrer Dark Vador, ouf. De retour sur Terre, définitivement, elle fonde une association et elle écrit des livres pour encourager les enfants à aimer les sciences et en parlant de façon sympa. Voilà, donc vous avez compris, on est vraiment sur du langage parlé, du langage ado. Et du coup, c'est sûrement plus facile d'accès quand même, je trouve,
que des albums ou des choses un peu plus informatives ou objectives. Donc Sally Ride, c'est la personne qui fait l'objet de l'album qui suit, que j'ai choisi pour vous présenter cette collection qui me paraît quand même importante quand on parle de portraits, biographie. C'est la collection Petite et Grande des éditions Keyman. C'est une collection bien connue, je pense, des bibliothèques, des médiathèques. Oui, parce qu'il y en a assez peu comme ça. Et puis là, elle s'adresse vraiment aux jeunes enfants. C'est vraiment très abordable. Quoi. Là, pour le coup, on change de catégorie d'âge. On était avec les ados. On passe au maternel. Je pense que oui. Largement. C'est largement accessible. On n'a pas beaucoup de textes et c'est écrit vraiment de façon très simple. C'est une collection qui a été fondée par une autrice espagnole qui s'appelle Maria Isabel Sánchez Vergara. Et qui l'a fondée, je crois, en 2014 ou 2000. Oui, c'est ça, 2014, et qui est publiée en France par Keyman depuis 2018. Donc, il y avait plus d'une centaine de titres. 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en plus de 20 langues. Enfin, c'est un vrai succès. Parce que l'objet de ces petits livres, c'est vraiment de faire le focus sur l'enfant que la personne, que l'expert a été un jour. Un enfant qui était curieuse d'apprendre, sûrement passionné, et qui avait de grands rêves qui se sont réalisés. Donc ça donne beaucoup d'espoir aussi. Là, c'est le cas pour Sally Ride, dont je viens de vous présenter un peu la vie, donc qui est connue comme une astronaute, une première femme américaine à être allée dans l'espace. Donc on y raconte ces nombreux talents qui ont permis, donc à la fois sportifs et intellectuels, de rentrer à Stanford, grande université américaine. Un jour, elle rentre dans un programme de la NASA. Sur 8000 candidats, seuls 35 d'entre eux furent choisis. Et Sally rentre à cette occasion. Elle va se former jusqu'à pouvoir partir, donc 5 ans plus tard. Mais il faut peut-être ça aussi pour être prête à partir dans les étoiles. Donc voilà, elle va être connue pour avoir élucidé pas mal de problématiques qui étaient jusque-là assez obscures. Elle est vraiment reconnue comme l'une des plus brillantes de sa génération. On y explique aussi comment elle va recevoir les brimades des journalistes très sexistes qui lui demandent par exemple si elle n'a pas oublié son maquillage pour partir dans la station internationale, comment elle va faire quand elle aura ses règles, des choses, voilà. Et elle est très stoïque, elle est pleine d'audace, et donc ça lui fait pas peur. Mais malgré tout, c'est là, et c'est redit, et je trouve que c'est bien de le redire aussi de cette façon-là. C'est pas facile de vivre son rêve quand on est une femme et qu'on veut faire ce genre de choses. Et puis Sally Ride, elle aimait une femme, et ça n'a jamais été dit parce que on considérait qu'il fallait peut-être pas en rajouter. C'est déjà une femme qui valait ça faisait beaucoup. Et donc sa compagne, qui est aussi scientifique, qui vit toujours parce que Sally Ride est décédée prématurément d'un cancer, réhabilite son image et continue à parler d'elle, de façon tardive évidemment, mais ça a été dit, c'est dit et c'est revendiqué. Elles ont toutes les deux fondé une société, Sally Ride Science, à destination des petites filles pour proposer des outils en fait et des méthodes qui permettent aux enfants, notamment aux filles, d'accéder à ces carrières scientifiques. Donc beaucoup de choses, une vie bien remplie et un courage pour étape par étape accéder à ce rêve. Elle a réussi, mais à quel prix quelque part. C'est très chouette à lire. Je poursuis avec un autre album, Le secret de l'océan, pour vous parler d'une autre américaine, la grande découverte de Marie Tarp. C'est les éditions Keyman aussi, qui ont l'air d'être portées quand même sur, en tout cas soucieuses de présenter de grands parcours. C'est signé Jess Keating et Katie Hickey. Marie Tarp, je ne connaissais pas du tout non plus. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Sophie. Pas du tout. Elle est géologue, elle était géologue, cartographe, océanographe, donc américaine. Elle est née en 1920 et décédée en 2006. Donc elle a tout au long du XXe siècle apporté comme ça ses connaissances des fonds sous-marins. Et elle est connue pour avoir révélé la présence de ce rift, donc cet immense fossé, là, la zone de fracture de l'écorce terrestre, cette chaîne de montagnes que l'on peut observer notamment dans l'océan Atlantique. Il vient comme ça de découper, donc on a sa carte au début de l'album qui permet de révéler cette chaîne de montagnes. Mais ça n'a pas été si simple, vous l'imaginez. Donc,
comme d'habitude dans les biographies, portrait d'une petite fille assez curieuse de ce qui se passe autour d'elle, du monde qui l'entoure. Son papa est géomètre, donc il parcourt les campagnes pour prendre des mesures et elle l'accompagne souvent, ce qui va lui donner comme ça le goût des choses et de la nature. Elle va être dirigée vers des écoles d'art parce que c'est une femme, donc on doit apprendre à dessiner et à peindre, voilà. Malgré qu'elle a ce goût déjà pour la recherche, pour les matières, etc. Elle est écartée de tout ça. Et elle va réussir à faire ses études au début de la guerre. Pas au début de en cours de Deuxième Guerre mondiale. Elle va intégrer un programme universitaire et commencer à étudier la géologie, les maths, la physique, la chimie, les géodes, la géométrie. Donc là, elle s'éclate parce que ça y est, elle a enfin trouvé son truc. Elle est diplômée en 1946 et très rapidement, elle va trouver un boulot dans un laboratoire new-yorkais. En 48, elle va rentrer. Sauf que ce qu'elle veut faire, notre Mary Tarp, c'est partir sur un bateau, évidemment, et aller explorer les mers, c'est ce dont elle rêve. Sauf que voilà, première déception, on lui dit qu'une femme, ça porte malheur sur un bateau. Il est hors de question, les femmes ne montent pas sur les bateaux. C'est vrai qu'il y a cette rumeur-là. J'ai entendu ça, oui. Alors, moi maintenant, mais jusque tard, en fait. Là, on est en 48, en 52, donc les femmes ne montent pas sur les bateaux. Mais elle ne se démonte pas, elle s'installe à son bureau, puisque c'est ce qu'on l'autorise à faire. Et donc, elle va reporter millimètre par millimètre les mesures qui sont prises par ses collègues qui sont, eux, partis en expédition. Et qui, comme ça, vont prendre des mesures à l'aide de sonars, avec l'utilisation des sons à haute fréquence, et reporter toutes les mesures qui lui sont transmises sur une carte papier. Et donc, millimètre par millimètre, c'est vraiment un travail hyper minutieux. Elle va réussir à élaborer une carte des fonds marins. Et donc révéler, donc elle n'invente pas, c'est ce qu'elle dit, je n'invente pas, je révèle des choses qui sont dans la nature, dans l'océan, cette fracture, ce rift-là. Sauf que personne ne la croit. Quand elle présente la carte à ses collègues, tout le monde lui dit « Ah ouais, ça, c'est une erreur de fille, c'est une erreur stupide de fille, donc tu vas tout recommencer parce que tu as dû sûrement faire des erreurs, tu sais pas faire. » Donc elle recommence tout, elle recommence à zéro et sa deuxième carte donne exactement la même chose. Elle dit écoutez, c'est pas moi, c'est pas une erreur, ça donne, les mesures donnent exactement la même chose. Oui, mais ça va pas être si simple, puisque Cousteau va partir en expédition avec des caméras pour prouver qu'elle a tort, prendre des images et dire mais ça, c'est pas possible, il peut pas y avoir une chaîne de montagnes comme ça sur 65 000 km sous les mers, c'est pas possible. Et bien évidemment, les images de Cousteau vont montrer qu'elle dit vrai. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va enfin commencer à un petit peu l'écouter. Voilà, c'est dire, en fait, je trouve que elle est bien représentative, en fait, des galères qu'elles ont pu traverser année après année. Et donc, un immense travail de long, mais qui va un jour payer, parce qu'elle va avoir le droit de monter sur un bateau de recherche en 1965. Elle a donc 45 ans. Elle a enfin le droit de participer aux recherches, parce qu'on considère qu'elle a apporté... 65, donc presque 20 ans après son diplôme, quoi. C'est ça, voilà. Et récompensée en 78. Elle a alors donc 58 ans. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Au moins de son vivant, elle aura quand même eu une récompense, qui n'est pas le cas de toutes les femmes dont on vous parle aujourd'hui. Donc voilà, un chouette album sur le fait aussi que depuis son bureau, elle voyageait. Enfin voilà, il y a tout un parallèle avec l'encre qui est l'océan, l'obscurité. Enfin, je trouve que c'est très bien expliqué. Et elle dit elle-même que, au final, elle était très contente de ce qu'elle faisait. Et alors, ça lui a manqué un peu sur le moment, mais qu'elle a trouvé beaucoup de plaisir et de satisfaction à faire le travail qu'elle faisait aussi dans l'ombre, et qu'en fait, c'est aussi le travail des gens qui sont dans l'ombre qui permettent de révéler des grandes choses. Elle a énormément fait avancer les recherches sur notamment tout ce qui est tectonique des plaques, qui était encore à l'époque assez... on en parlait déjà depuis 1912, mais bon, elle a permis d'avancer grandement sur la connaissance des fonds sous-marins, quoi. Donc voilà, elle est quand même, aujourd'hui, on retient son nom comme ayant révélé ce rift atlantique, notamment. Je trouve que c'est bien expliqué dans cet album. Donc là, encore un format différent. L'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter des formats un peu différents, des albums un peu classiques ou des albums dédiés. Là, on est hors collection. On est vraiment sur un album consacré... consacré à ça, mais effectivement, les éditions Keyman ont quand même pas mal de choses. Pour le coup, ça ressort là. Ça ressort nettement, quoi. Je termine cette sélection, Sophie, avec quelque chose d'un petit peu différent. Ça s'appelle « Les filles sont pas faites ». Alors, le S est très vite barré pour remplacer par un R irisé violet. Sont parfaites, du coup, pour les sciences, avec les cartes blanches de Esther Duflo et Valérie Masson-Delmotte. Je trouve, pour les sciences, alors ça doit être le nom de la maison d'édition, la science taille XXL, ou c'est la collection, je ne sais pas.
l'impression que c'est un partenariat en fait entre le CNRS et Femmes et Sciences Association. Oui, c'est là que je vois. MKF Édition. Donc ça doit être la collection, je pense. XXL, alors avec le LE2LES, évidemment. Je trouve que ça donnait déjà envie d'ouvrir le bouquin. Et donc là encore, une galerie de portraits. Donc là, on a 48 portraits, 48 photos, 48 témoignages, mais de femmes d'aujourd'hui, pour le coup, des femmes qui sont complètement... Alors, on est très inspirés et très émerveillés par les parcours des femmes qui nous ont précédées, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant pour nos jeunes d'aujourd'hui de savoir vers quel métier elles peuvent se diriger, s'il y en a vraiment énormément. On connaît vaguement celui de mathématicien, de chimiste, de physicien, physicienne, mais... C'est des termes un peu généralistes, en fait. Voilà, on en a plein. Tellement d'autres choses, quoi. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce sont des femmes qui vont nous parler de leur métier, de nous dire ce qu'elles font exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'ai retenu écologue, archéobotaniste, histologiste, radioprotectionniste, ingénieur en génie chimique, épigénéticienne, électrochimiste, électrotechnicienne, biophysicienne. Voilà, donc vous allez découvrir les métiers, vous allez découvrir les femmes qui les exercent. Elles vont parler de ce qui les a inspirées, des passions, de la façon dont leur passion est née, leur vocation et la façon aussi dont elles concilient ce métier avec leur vie de famille. C'est important aussi quand on est une femme et qu'on cherche un métier, ça fait partie des questions que l'on peut se poser. Savoir où elles travaillent aussi, puisqu'on peut travailler dans un laboratoire ou complètement immergé dans le secteur que l'on travaille, dans le public ou dans le privé. On va parler évidemment plafond de verre, statistiques. On va évoquer tous ces grands sujets qu'on essaye aujourd'hui de repousser. Nous dire si c'est compliqué ou pas de s'engager dans ces études, courtes ou longues, ça dépend du métier. Qu'est-ce qu'il faut aimer faire, quelles sont les principales qualités. Enfin, je trouve qu'on balaye pas mal de choses. C'est un outil assez sympathique quand on commence à parler orientation, en tout cas, que ces sujets arrivent sur la table, à partager avec vos élèves, avec vos enfants, avec vos filles, vos nièces, vos voisines. Enfin, je trouve que c'est quand même... quelque chose pareil de très coloré. On voit ces femmes prises en photo avec les objets de leurs études ou alors leurs outils en tenue de travail, etc. Et qui parlent avec beaucoup de simplicité de leur parcours, de leurs attentes et des défis à relever. On va déconstruire les stéréotypes, on va parler effet Mathilda, on va parler équilibre carrière-vie privée. Je trouve que c'est très complet et à la fois très accessible. On n'est pas obligé de tout lire, mais en tout cas de s'intéresser à tout ça, quoi. Voilà, je trouvais que pour finir cette chronique, c'était intéressant aussi de présenter des filles d'aujourd'hui. C'est ça, pour être concret dans qu'est-ce que les jeunes filles peuvent faire. Voilà, sur les avancées et ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre société actuelle. Oui, et tous ces métiers, effectivement, qu'on ne connaît pas. C'est super intéressant, on en apprend beaucoup. Merci Audrey pour cette jolie sélection sur les femmes scientifiques. Je termine avec quelques actualités de la littérature jeunesse, un petit rappel sur quelque chose dont je vous ai parlé la dernière fois, les petits bouquineurs qui se déroulent en ce moment jusqu'au 4 avril dans les bibliothèques de la ville de Rennes, avec des expositions et de nombreuses animations, lectures, ateliers, concerts dessinés, spectacles, etc. Vous pouvez retrouver tout le programme détaillé sur le site des bibliothèques de Rennes. À Totem, la médiathèque de Passé jusqu'au 4 avril sur les horaires d'ouverture, vous pouvez retrouver une exposition interactive et sensorielle. Je suis tout un jeu pour les 0-6 ans autour des émotions. C'est adapté d'un album de Anne Le Tuff, Je suis tout, qui mêle photos et illustrations. On avait reçu une autre de ces expositions il y a quelques temps déjà à la médiathèque de Guichin et c'est un joli travail et des expositions vraiment très qualitatives pour les tout petits. À Refuge, le mercredi 18 mars à 19h, donc c'est la librairie de Guichin, vous propose une rencontre avec Claire Marcadet-Inge et Marianne Marty-Stéphan autour d'un documentaire plutôt pour enfants, adultes, ou en tout cas pour accompagner les enfants à parler du sujet de la sexualité accompagner les parents à parler du sujet de la sexualité avec leurs enfants. Donc c'est autour du livre Grandir sans tabou, comment parler de sexualité avec les enfants, et on y parle d'amour, de sexualité, de consentement, du corps, des conseils et des situations concrètes pour parler de la vie affective, relationnelle et sexuelle avec les enfants.
L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site et les réseaux sociaux de Radio Laser. On vous donne rendez-vous en avril pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on vous souhaite de belles lectures. À bientôt.